Être propriétaire, devenir propriétaire, combien ça coûte? On va répondre à cette question dans ce nouvel épisode du Rendez-vous des Proprios, une initiative qui vous est offerte grâce à nos partenaires Eloya, PNV Assurance, Immovlant, Brico et Brico Planit. Et comme à chaque fois, évidemment, on retrouve une belle brochette de passionnés et d'experts, de chroniqueurs que vous connaissez. Et un invité que vous avez peut-être déjà vu sur notre compte Instagram. On a le grand Eric Spitzer d'Immovlant. Merci d'être là, Eric. 1m80 sous la toise. C'est important de préciser cette information. On va parler immobilier dans un instant, ne vous inquiétez pas. On a aussi Ken Van Petegem, CEO directeur de Winvest Bruxelles. Tu peux dire fondateur si tu veux. Non, de Winvest Monde. Et surtout aussi depuis quelques jours, et félicitations pour ça, tu t'es lancé aussi dans une carrière de coach et on peut aller suivre tout ça sur tes réseaux sociaux. Yes. On en parlera peut-être en fin d'émission. Si tu travailles bien, que tu fais bien les choses, je ferai ta promo en fin d'émission. Merci Davy. Ça va, donc sois bon. Et puis un invité, donc je l'ai dit, on l'a déjà vu sur nos réseaux sociaux, Sacha de chez PNV. Merci Sacha d'être là. Merci à vous. Monsieur Assurance, mais pas que, puisque PNV aussi a décidé de se lancer dans d'autres choses. On va en parler aussi dans cette émission. C'est simple. Moi, je leur ai donné une mission. C'est de dire tout ce qui se cache en termes d'argent dans l'investissement immobilier. Mais d'abord, c'est le before. Et dans le before, je vous ai demandé d'apporter un objet, un titre d'article, un chiffre pour contextualiser, poser le décor. Qui a fait son petit devoir? Sacha, avec sa petite veste, sa coupe de cheveux, premier de classe, je suis sûr qu'il a fait son devoir. Exactement. Sacha, t'es venu avec quoi? J'ai un article de presse. Ok. Et le titre de cet article? Simplement, est-ce que l'assurance incendie, dit habitation, est obligatoire? Ah, évidemment, on a déjà tous la réponse, c'est oui. Mais si un article a été publié là-dessus, c'est qu'encore beaucoup de gens se posent la question. On va en parler dans un instant. Ken Van Petegem a-t-il fait son devoir? Oui, il y a 2 secondes. Ouais. Et donc, c'est bon, c'est fait. Les chiffres que moi j'ai, c'est 15%. Très facile à retenir. Quand j'achète un appartement, je rajoute 15% du prix. Et ça, c'est les frais globaux que ça va engendrer. Je vais sur Immovlant, je vois un magnifique appartement à 100 000 euros. En réalité, j'ai besoin de 115 000 euros. Si les montants sont si petits, c'est un peu plus, mais en moyenne, c'est 15%. Merci Ken pour ce chiffre incroyable. Monsieur Eric Spitzer? Moi, le chiffre, c'est 0. J'ai fait 0 devoir. Donc, non, mais moi, on me traite de vieux, de conformiste. Eh bien, non, je dis non. Cette fois-ci, c'est non. Ah, on dévoile les coulisses de cette émission. C'est pas de devoir. Trop de devoirs. C'est pas grave. Je sais que tu t'économises pour amener des choses bien profondes et sérieuses dans mais tu es un diesel. Attention, c'est bientôt interdit à Bruxelles. Ah. Donc, profite de ton moteur jusqu'au bout. Bon, la FAQ, c'est 20 minutes de questions. On répond à toutes vos questions. Le numéro s'affiche ici en dessous. Si vous voulez nous poser des questions, même après, on vous répondra puisque les messages sont transférés à nos experts qui vous répondent. Donc, allez-y, 0470 12 72 72. C'est WhatsApp, c'est gratuit. Profitez-en. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est celle de tous les coûts cachés avant l'achat d'un bien. Eric. Avant l'achat d'un bien. Alors avant, il faut appeler, donc il faut faire une expertise, il faut payer l'expertise. Ok. Donc, alors il y a certains qui font l'expertise gratuitement, mais sinon on appelle un expert immobilier parce que évidemment, il va falloir passer chez son ami le banquier pour financer son bien. Dans une énorme majorité, on finance son bien. Et donc, le banquier va se demander combien coûte le bien. Et donc, va réaliser ou demander qu'on réalise une expertise. Cette expertise, il faut en général la payer. Premier coût qui peut être supporté ou qui va devoir probablement être supporté par l'acheteur potentiel. Que je comprenne bien, ça arrive à quel moment ça? Parce que c'est vrai que je vais sur Immovlant, je vois un bien qui m'intéresse, je vois qu'il est estimé à 200 000 euros. L'expertise a déjà été faite, alors par potentiellement le Non, vendeur. Il n'est pas estimé à 200 000 euros, il est mis en vente à 200 000 euros. Donc c'est pas parce qu'un bien est mis en vente qu'il va être d'abord qu'il vaut ce prix-là. En général, il est mis en vente généralement par un professionnel qui connaît son boulot, mais peut-être qu'il est dans la fourchette haute. Okay. Donc, c'est pas sûr que le prix de mise en vente, le prix annoncé sur les plateformes digitales, c'est le prix qui va être effectivement le prix de la transaction, premièrement. Et deuxièmement, on se dirige après vers sa banque. On dit, j'ai jeté mon dévolu sur un bien à 200 000 euros dans ton exemple. Qu'est-ce que vous voulez emprunter? Ah, moi, j'ai 30 000 euros d'efforts propres, etc. J'ai besoin de 185 000 euros, par exemple. Eh bien, la banque va mandater un expert, ou va pouvoir va parfois mandater un expert pour dire, moi, je veux avoir la certitude que ce bien vaut plus que 185 000 euros, de manière à être couvert en cas de problème au niveau du crédit. C'est la banque qui mandate l'expertise, Ken, et c'est
automatique tout le temps ou pas forcément? C'est obligatoire depuis l'année passée. Ok. Donc avant, les expertises étaient d'office demandées par les banques, mais maintenant c'est obligatoire. Donc c'est une loi pour vérifier que ce que la banque prête correspond bien au prix du bien. Et donc, l'air de rien, toutes ces lois qui sont mises en Belgique, on l'a vu en 2023 avec un marché qui a été fort secoué, a permis de garder une stabilité sur les prix parce que toutes ces petites vérifications ont quand même leur importance. Donc, ok, donc premier frais obligatoire. Est-ce qu'on a un chiffre plus ou moins du coût d'une expertise? Attendez, je sors une petite feuille, parce que pour la première fois j'ai des feuilles. Je note, donc premier frais, l'expertise. Combien ça coûte l'expertise? Entre 200 et 300 euros. Ça va. Ça va. Mais ça, plus ça, j'imagine que ça fera beaucoup au final. Oui, et puis c'est par expertise, évidemment. Ouais. Donc, si on dit, c'est bien là, finalement, il est parti, il a été vendu, qu'on en trouve un autre, re-expertise. Donc, il faut quand même faire un peu attention. Ok. On a l'expertise, elle est faite, le bien m'intéresse, c'est bon, j'y vais. Quels sont les autres frais à prendre en considération? Les autres frais à prendre en considération, c'est lors de ta négociation de ton crédit. Donc, tu vas avoir, pour certaines banques, des frais de dossier qui peuvent tourner entre 250 et 500 euros par dossier à négocier pour voir si on ne peut pas les avoir gratuitement ou diminuer de 50%. Et ensuite, dans le crédit que la banque va t'octroyer, ils vont prendre soit une hypothèque, soit un mandat hypothécaire. En fonction des sûretés que tu as déjà ou que tu n'as pas, il faut essayer de négocier le mandat hypothécaire le plus gros possible. Quelle est la différence entre les deux? L'hypothèque, c'est quand la banque inscrit ton bien à l'hypothèque. Si jamais tu ne payes pas directement, ils vont saisir ta maison pour se rembourser. Et ça coûte plus cher. Par contre, ce qu'il peut faire, c'est un mandat hypothécaire. Et un mandat hypothécaire, c'est quoi? Ça donne l'autorisation à la banque de faire une inscription hypothécaire si jamais tu ne payes pas. Et donc, il se peut qu'ils n'utilisent jamais cette possibilité si tu es bon payeur. Et ça coûte moins cher en termes de frais. Dans la pratique, finalement, c'est quoi qui est privilégié? Donc, tu souvent, disais, très souvent, l'hypothèque. Ouais. Le mandat hypothécaire, c'est si on a on a un bon historique avec la banque, on a un certain patrimoine, ou alors on fait un gros effort propre. Là, la banque va dire, je connais bien le client, voilà, il a d'autres biens qu'on a déjà financés, donc on va se permettre de prendre un mandat hypothécaire. Mais dans l'énorme majorité, surtout dans les cas de premiers achats, on sera à 99% sur plutôt une inscription hypothécaire réelle. On parlera d'assurance aussi dans un instant avec toi, parce qu'il y a des assurances qui sont obligatoires et on essaie de faire la part des choses entre ce qui est optionnel, obligatoire dans cet épisode. C'est très technique, mais je pense que c'est important qu'on sache toutes ces informations-là. Quand on fait son petit plan financier, autant avoir toutes les informations. Alors, on parle du mandat, on dit qu'il faut le négocier et essayer d'avoir le mandat. On a Anthony Urbain, nos chroniqueurs qu'on adore, qui m'envoie un petit message et qui me dit « Attention !» Pas toujours bon le mandat, parce que si tu veux mettre en garantie plus tard, c'est compliqué. Alors, je négocie le mandat ou je négocie pas le mandat? C'est-à-dire que si tu prends un mandat, une hypothèque donne lieu à une inscription hypothécaire. Ça coûte de l'argent. Ça s'appelle une taxe. Je veux dire, une inscription hypothécaire, c'est de l'argent qui va à l'État. Voilà. Un mandat, tu signes un document auprès de ta banque et tu lui donnes de manière irrévocable la possibilité, si elle le veut, dès qu'elle le veut, de procéder à l'inscription hypothécaire. Donc les frais sont évidemment différés ou ne doivent jamais être supportés. Par contre, si tu dis, moi j'ai besoin d'acheter un bien à l'étranger ou de faire des travaux et que je vais dans une autre banque et que je vais prendre une hypothèque pour le nouveau crédit, évidemment ça va poser un problème à la banque qui a le mandat puisqu'elle ne va pas accepter. Donc ce qu'Anthony veut dire, et il a raison, c'est que effectivement le mandat hypothécaire économise des sous au niveau de la première transaction, mais bloque d'une certaine façon des transactions ultérieures avec d'autres partenaires financiers. Il précise en disant aussi que finalement l'économie que tu fais avec un mandat, ça vaut pas forcément toujours la peine. Voilà, à challenger. À partir si c'est un montant, on va dire raisonnable, effectivement l'économie n'est pas dingue. Si on parle de gros montants, c'est clair que prendre un mandat, ce que va faire la banque, c'est prendre une petite hypothèque. Comme ça, elle aura la certitude, ce qu'on appelle une hypothèque traçante. Bon, et puis elle va prendre un plus gros mandat. Et là, l'économie peut quand même être de quelques milliers d'euros. Ça se prend. En commentaire, on va essayer de mettre dès qu'il y a des termes un peu techniques, parce que je pense qu'il y en aura plusieurs ici dans cette émission, on mettra les définitions en commentaire sur YouTube. Si vous nous écoutez dans votre voiture sur Spotify, Apple Podcast, allez sur YouTube quand vous rentrez chez vous. Mais d'une façon générale, d'une façon générale, c'est plutôt hypothèque et comme ça on est sûr. Ok, on continue un peu on va bien évidemment arriver à la question des taux aussi à un moment donné, cette grande question.
On le sait, on va pas revenir sur le débat, est-ce que les taux sont élevés, pas élevés, à quoi s'attendre, machin, etc. Mais plutôt comment calculer les taux, parce que encore, et on en a parlé dans l'épisode spécial à Batibo, il y a encore beaucoup de gens qui savent pas calculer correctement ces fameux taux d'intérêt. Quels sont les autres frais qu'il faut mettre dans son petit plan financier? Il y a vaguement un machin qui s'appelle les droits d'enregistrement. Ah, léger. Ouais. Sacha, tu es là pour représenter PNV Assurance. Forcément, tu es dans les assurances. Si à tout moment tu veux intervenir, tu me fais un petit signe ou un petit geste de la tête et je comprendrai que tu veux intervenir. C'est le seul qui peut avoir une mèche folle. Nous, on est beaucoup moins équipés. Tu sais quoi? Il compense. Oui. Un peu des miens, un peu des siens. Et je pense que vous pourriez avoir une très belle coupe de cheveux. Revenons à notre sujet du jour, les fameux droits d'enregistrement. Alors, ce qu'on n'arrête pas d'entendre aussi, Bruxelles, la Wallonie, par rapport à la Flandre, machin, etc. Mais moi, j'ai vu que finalement, la Flandre, les fameux 3,5 qu'on brandit comme si c'était l'Eldorado, ben, que finalement, les Flamands ont tout compris et augmentent le prix d'achat. Et donc, un bien similaire, finalement, il n'y a pas de grande différence, quoi. De toute façon, tout dépend un petit peu aussi de l'endroit où on veut habiter. C'est-à-dire, si on a envie d'habiter Bruxelles ou d'acheter à Bruxelles, c'est Bruxelles et c'est la loi bruxelloise. Et c'est 12,5 aujourd'hui. 12,5. Il y a des abattements, il y a des exonérations dans certaines conditions. Si c'est le premier bien, qu'on y habite, qu'on s'engage à y habiter pendant 5 ans, etc., qu'on n'est pas propriétaire, qu'on achète en pleine propriété, en personne physique. Bref, mais comptons au départ, pour faire simple, 12,5%. Tout ce qui viendra après sera probablement une bonne surprise. Wallonie, Ken, 12,5 aussi alors? Wallonie, on est à 12%, si je ne dis pas de bêtises. 12%, on ira vérifier, on notera l'information précise, ça évolue quand même souvent, ça change. Mais donc la différence entre Bruxelles et la Wallonie, donc c'est peut-être les abattements. Peut-être qu'il faut regarder ça aussi. Donc on a les droits d'enregistrement, mais je regarde aussi s'il y a des abattements. En Wallonie, l'abattement est sur 40 000 euros. Okay. À Bruxelles, c'est sur 200 000 euros. Ok, vraiment, en plus c'est la vérité, donc je ne veux même pas jouer un rôle, moi je comprends rien là-dedans. Les droits d'enregistrement, quand on dit 12,5, ça veut dire quoi? De nouveau, prenons 100 000, c'est facile à compter. Ouais. Ça veut dire que je vais devoir payer 12,5 sur les 100 000 à l'État, un petit versement avant même dans ma maison, ou ça peut se payer plus tard, ça se paye... Non, ça se paye le jour directement. de l'acte. Ouais. Le jour de l'acte, 12,5, cadeau. C'est ça. Et c'est les fameux apports propres, on dit souvent dans le langage familier, on dit ouais, n'oublie pas, tu dois avoir 30% d'apports propres pour pouvoir acheter. C'est pour pouvoir payer ces droits d'enregistrement. En fait, les gens disent frais de notaire. Okay. Et dans les frais de notaire, il y a plusieurs frais. Il y a les droits d'enregistrement qui sont de 12,5% avec abattement ou pas. Puis tu as les frais de notaire. Là, tu payes ton notaire pour avoir fait l'exercice dactylographique, on va dire, et d'enregistrement et tout. Et puis tu as l'acte de crédit à payer aussi. Et donc moi, ce que je dis souvent aux clients, c'est soit 15%, soit 12,5%, plus 10 000 euros, plus ou moins. Okay. Parce que tu vas tourner aux alentours des 5 000 euros, plus ou moins pour l'acte de crédit, et plus ou moins 5 000 euros pour tes frais notaires. Évidemment, ces montants augmentent si le prix du bien que tu achètes augmente. Mais donc ça, c'est le calcul à faire plus ou moins. Juste pour ceux qui nous écoutent, encore un conseil. Je suis beaucoup dans les conseils. Pour ceux qui nous écoutent, c'est important. Si vraiment il y a des choses que vous ne comprenez pas, alors il y a la fonction pause. et ça, c'est vraiment sympa. Et vous pouvez même revenir en arrière, réécouter, prenez des notes. Vraiment, c'est important. Et si, même après tout ça, vraiment, c'est pas encore clair pour vous, je vous le dis, on est hyper accessible. Vous pouvez contacter individuellement aussi sur les réseaux sociaux nos experts. Ils vous répondront. En plus, Ken, maintenant, il est coach. Donc... il va faire honneur à ce statut de coach. Bon, les droits d'enregistrement, il faut qu'on parle. Cette histoire, elle est des 3,5 en Flandre, qui fait que finalement, les prix augmentent. C'est vrai, c'est pas vrai? La Flandre reste toujours plus intéressante? C'est pas 3,5, c'est 3. Okay. Pour le primo-acquérant. Ok, et alors j'ai une info encore d'Anthony qui nous regarde, qui est très actif. Il nous dit donc c'est 12,5 et 6% si revenu cadastral inférieur à 745 en Wallonie. Et abattement fiscal sur les 40 premiers 1 000 euros. Voilà. Donc voilà, on a la précision. Merci Anthony. Il maîtrise la chose wallonne. Oui, si t'es pas loin, n'hésite pas à venir ici autour de la table. Ok, donc les droits d'enregistrement, on a fait le tour. Il y a des choses à dire là-dessus. Tu posais la question sur la Flandre, donc c'est 3% pour le primo-acquérant. Il y a encore moyen de diminuer ses frais en fonction de tes revenus, en fonction des travaux énergétiques que tu vas réaliser. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en Flandre, il n'y a pas de plafond maximum. Donc ton premier achat est une baraque à 1,5 million, tu payes 3% de frais d'enregistrement. À Bruxelles, c'est un abattement sur les 200 premiers 1 000 euros si tu ne dépasses pas une valeur de 600 000. Donc plus c'est cher, plus c'est intéressant d'acheter en Flandre. Maintenant, on n'a pas vu une augmentation des prix aussi significative que toi tu le laisses paraître. En vrai, les prix sont toujours très très forts à Bruxelles. Tu as certaines communes en Flandre qui sont très chères aussi.
Knock par exemple, là où on avait fait notre épisode. Certaines communes... Sindeneys-Westrum. Oui, il y a certaines communes. Sint-Maarten-Bodegem, une des communes les plus chères de Belgique. Mais sinon, Bruxelles reste très très cher. Et la Flandre n'a pas pris tant que ça parce qu'on s'était dit aussi, tiens, 3%, c'est intéressant. Et les prix n'ont pas tant. Et puis, il faut savoir que du point de vue de la Flandre, on parle maintenant de 3%, mais avant ça, il y avait aussi un mécanisme qui s'appelait le Woonbonus, qui a été aboli, qui a été remplacé. Et donc, depuis longtemps, fiscalement, la Flandre est beaucoup plus intéressante proportionnellement que Bruxelles ou la Wallonie au niveau des droits d'enregistrement et des frais, tout simplement parce que budgétairement parlant, ils ont moins besoin de cet argent que les deux autres régions. Juste pour vraiment, pour ceux qui ne comprennent pas, l'abattement, le mécanisme rapidement, essayez d'expliquer ça avec un peu de pédagogie. Donc Eric l'a déjà fait, mais l'abattement, c'est mon premier bien dans lequel je vais vivre pour minimum 5 ans et je ne peux pas dépasser les 600 000 euros d'achat. Et donc, tu as 12,5% sur moins de 600 000 euros, mais sur les 200 premiers 000 euros, tu n'en payes pas. Donc en fait, c'est une réduction de droits d'enregistrement de 25 000 euros. Ok, donc c'est 12,5 alors sur les 400, sur ce qui dépasse les 200 000 euros. D'accord. Okay. Non, désolé, la répétition, je vous le dis, c'est l'âme de l'enseignement. Parfois, il faut. Vous savez, moi, je suis dans mes papiers, j'ai dans tout ça, je gère tout. Quoi. Donc si tu as répété, désolé. Désolé Ken de t'avoir fait répéter tout ça. On continue, on va pas les assurances. Sacha, tu me dis. C'est vrai qu'en plus, je pense que PNV va tout doucement se lancer aussi dans les crédits hypothécaires. C'est déjà le cas ou pas ? Tout à fait, ça c'est déjà depuis un bon moment. Ce qui est qu'on développe des produits plus spécifiques pour tout ce qui est jeune acquéreur. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut aller voir parce qu'on pense tout le temps banque. Mais il n'y a pas uniquement les banques. Vous avez déjà mentionné les courtiers en crédit, mais également tout ce qui est assurance. Généralement, ils proposent des crédits hypothécaires. Et ça peut être des choses très intéressantes également. Non mais clairement, et on va en parler dans un instant des taux, parce que ça c'est vraiment aussi, finalement c'est la première chose auquel on s'intéresse. On a parlé droit d'enregistrement, on s'attaque maintenant aux frais de notaire. Rapidement, les frais de notaire, c'est un montant qui est fixe, ça dépend de la valeur de ton bien, c'est un pourcentage, ça diffère en fonction des régions. Comment ça se passe ? En tout cas, c'est un coût qui est obligatoire, ça c'est sûr, on est obligé de passer par un notaire. C'est obligatoire et c'est fixé par arrêté royal. Les honoraires du notaire sont fixés, il ne peut pas décider qui va faire plus ou moins, et c'est dégressif en fonction de la valeur du bien. C'est-à-dire que si, pour faire simple, tu achètes un bien à 600 000 euros, tes frais de notaire ne vont pas coûter 2 fois ce que ça coûterait si ton bien valait 300 000 euros. Le notaire fait quoi ? Il vérifie l'origine du bien. Donc, il va vérifier que monsieur vend à monsieur un bien, que le vendeur est bien propriétaire du bien. Pourquoi ? Parce qu'il l'a acquis d'un autre, et donc il fait des recherches dans le passé pour établir l'origine du bien. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il passe l'acte. Donc, il établit légalement, il est assermenté que l'achat se fait entre le vendeur et l'acheteur, quand même très important. Donc, c'est lui qui certifie la vente. Et troisième chose, il va s'occuper de l'acte de crédit et de l'inscription hypothécaire. Et c'est lui qui va pouvoir rassurer la banque dans le fait que le bien n'est pas grévé d'une autre hypothèque et donc que le financement peut aussi se faire, on va dire, en toute tranquillité de celui qui prête. On l'avait rapidement abordé, mais un notaire, donc là tu l'as dit, c'est fixé par arrêté royal, donc ça veut dire que ça sert à rien d'aller toquer à la porte d'un autre notaire, les montants seront les mêmes. Mais est-ce qu'un notaire peut être moins bon qu'un autre ? Il faut quand même peut-être aller toquer à la porte de l'un ou de l'autre. Alors, les notaires, c'est comme les agents immobiliers, comme les avocats, comme les médecins. Il y a des bons, il y a des moins bons, il y a des gens qui sont très consciencieux, d'autres pas. Ils ont simplement des obligations et ils sont extrêmement contrôlés. Maintenant, il y a aussi des notaires qui ont déjà été pris la main dans le sac avec des histoires irrégulières. Voilà. Mais théoriquement, le notaire, c'est vraiment le gardien du temple. C'est lui qui est vraiment tenu. C'est vers lui qu'on peut se retourner et c'est lui qui certifie vraiment la vente. Il faut savoir qu'en Belgique, les notaires ont vraiment ce rôle central et on ne peut pas passer un acte de vente. Ouais. On ne peut pas faire une vente. Moi, je ne peux pas dire j'achète un bien à Ken et on signe un papier, on se connaît bien, on est potes. Ce n'est pas possible. Il faut passer devant un notaire parce que sinon, moi, je peux vendre le bien à encore 5 autres personnes. Et donc, ok, les frais de notaire, c'est clair. Je pense qu'il n'y a pas d'autres débats à avoir là-dessus. La TVA. Il y a de la TVA ou pas ? Non, ça dépend ce que tu achètes. Ça dépend si tu achètes un bien existant ou un bien en construction. Ok. Et donc, sur un bien neuf en construction, tu vas payer 2 types de TVA. Soit 6%, si c'est une démolition, reconstruction et que tu achètes pour y vivre ou pour mettre en location AIS. Et puis, ça dépend d'une zone à l'autre et des possibilités à l'autre. Et quand tu achètes du neuf, au-dessus d'un certain montant, c'est 21% aussi. Et là, tu n'as plus de droit d'enregistrement. Donc, tu payes juste 21% sur la construction et tu payes des droits d'enregistrement sur ton terrain. Là, ta question, elle est plus
précise, mais normalement, les gens ne se cassent pas trop la tête. Ouais. C'est 21% sur l'achat total ou 21% sur la construction et 12,5% sur le terrain. Et puis, tu as encore des démembrements avec de l'amphithéose et tout, mais on ne va pas aller si loin dans le détail, je pense. En tout cas, je retiens encore une fois qu'il faut s'entourer, s'informer, parce que c'est quand même complexe. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses qu'il faut analyser et beaucoup aussi de curseurs qu'on peut ajuster pour payer plus ou moins cher, quoi. Et là, c'est juste jusqu'à l'achat. Oui, c'est ça. Il n'y a pas encore après. Il n'y a pas encore tout le reste. Quels sont encore les... Ouais. Le seul avantage quand tu achètes du neuf et que tu payes ta TVA, c'est qu'il est finançable par la banque, contrairement au droit d'enregistrement. Parce que tu vois, tu achètes un bâtiment existant dans lequel tu fais des travaux, tu as financé tes travaux, la banque finance tes travaux et ta TVA. Elle ne finance pas que les travaux et ta TVA, tu te débrouilles. Donc quand tu achètes du neuf, c'est le même système. Elle te finance tes travaux avec la TVA. Donc tu peux faire un plus gros crédit et apporter moins de cash. Maintenant, le neuf, on sait bien, c'est plus cher et donc il faut avoir des revenus plus conséquents pour pouvoir s'offrir ça. On va parler des crédits hypothécaires et surtout des taux dans un instant, mais un des leviers, je pense que tu l'as évoqué aussi, Ken, ou même toi, Eric, c'est le fameux levier des assurances qui peuvent aussi se négocier et on peut aller chercher 1000, parfois on peut aller chercher un peu d'argent aussi avec les assurances, les fameuses assurances. C'est au moment, Sacha, c'est vrai que quelles sont les assurances qui sont obligatoires à l'achat d'un bien ? En fait, déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est que légalement, l'assurance habitation n'est pas obligatoire. Donc déjà, c'est ça qui est hyper important, c'est que beaucoup de propriétaires pensent que c'est obligatoire, mais il est tout à fait possible que son voisin ne soit pas assuré et qu'il ne le sache pas parce que ce n'est pas légalement obligatoire. Donc évidemment, après, on a des obligations quand on fait un crédit qui est amené par la banque, que ce soit une assurance habitation, parfois solde restant dû. On va même jusqu'à l'assurance RC familiale pour certaines banques qui demandent beaucoup plus de choses. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut se prémunir parce qu'une protection juridique classique dans un contrat habitation ne va pas intervenir si on a des litiges avec le voisin. Et s'il n'est pas assuré, là, on passe en direct en juridique. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit savoir dès le départ. À quel moment dans le processus intervient la négociation des assurances ? Ça se fait, c'est un package automatique. Au moment où tu négocies ton crédit bancaire, directement, on parle des assurances et c'est là qu'on négocie à ce moment-là ? Ce sont très généralement des produits, évidemment, qui sont proposés aussi par la banque. Parce que le crédit, c'est un produit intéressant. Donc, les banques ne gagnent pas énormément d'argent là-dessus. Elles prennent une marge. L'argent qu'elles te prêtent, elles l'empruntent. L'assurance, tu assures un dommage futur, potentiel, et ça veut dire que tu encaisses des primes, et puis peut-être qu'il n'y aura jamais de dommage. Peut-être que pendant 20 ans, donc l'assurance décès, peut-être que les gens ne décèdent pas pendant 20 ans, et donc les primes ont été encaissées. Donc c'est évidemment un produit très intéressant. Les assurances sont toujours d'ailleurs on ne parle pas de banque ou d'assureur, on parle de banque-assureur, sont toujours des produits intéressants, donc on les place en même temps. Évidemment, ce qu'il y a, c'est que souvent, on avait dit ça dans un précédent épisode d'ailleurs, souvent, le candidat acheteur se focalise sur le taux. Il se dit le taux, sa mensualité, et il oublie un petit peu les assurances. Mais il y a sans doute moyen de négocier un petit peu son assurance en payant par exemple une prime unique ou en payant avec des différentes formules ou en assurant peut-être un peu plus ou un peu moins si on emprunte à deux par exemple. Voilà. Et donc il y a moyen certainement d'économiser un peu d'argent tout en restant couvert parce que c'est important de sortez couvert, n'est-ce pas ? Et rester couvert quand vous empruntez. C'est important parce que si jamais il se passe quelque chose qui n'arrive pas qu'aux autres, eh bien, on a envie d'être préservé dans ses droits par la suite. Je me permettrais juste d'aller un petit peu plus loin parce que souvent, moi je dirais même qu'on ne le fait jamais, mais aller voir son courtier en amont. Parce qu'un expert bancaire n'est pas un expert au niveau des assurances. Donc par exemple, il peut y avoir ce qu'on appelle des vices cachés qui ne seront pas couverts par l'assurance et donc en parlant justement de frais cachés, là, tu viens voir ton courtier, tu te rends compte, effectivement, le gars, il fait le tour avec toi, il se dit, ça, non, on n'intervient pas. Ok, il y a la mérule ou ce genre de choses. Tu vas devoir prévoir tout ça. Donc, avant d'acheter ton bien, va le voir. Ton bien, est-ce qu'il est en zone inondable ou pas ? Ça aussi, ça va avoir un impact sur tes frais futurs. Donc, aller voir son courtier à l'avance, certes, en plus, il peut te proposer un crédit hypothécaire, mais en plus de ça, il peut te prémunir contre différents frais cachés que tu pourras avoir dans le futur. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'au départ, peut-être que la marge que tu peux aller récupérer, elle n'est pas dingue, mais peut-être que tu peux la récupérer plus tard avec une bonne assurance. Mais c'est vrai que les retours qu'on a un peu des banques en 2024, c'est que ça devient finalement plus trop des banquiers mais des commerciaux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu les rencontres et que tu es face à eux qui négocient un crédit, directement ils ouvrent leur panoplie de trucs. À la limite, ils t'imposent, à la limite, ils te font comprendre que, et moi je l'ai vécu personnellement, ils sont ultra agressifs. À la limite, tu te sens obligé de prendre une assurance chez eux pour potentiellement avoir le crédit. Donc là, tu dis quoi ? Tu dis pause, j'appelle mon assureur et j'essaie de voir. En fait, ils ne t'obligent pas à prendre les assurances pour avoir le crédit, ils t'obligent à avoir les assurances pour avoir un meilleur taux.
Oui, donc c'est là où on dit attention, ne regardez pas que le taux. Parce qu'il y a des gens qui disent ouais, j'ai eu tel taux, ok, mais tu as obligé une assurance habitation et une assurance sol restendu qui était beaucoup plus cher que dans l'autre banque où le taux était peut-être plus élevé. Et donc il faut vraiment analyser dans la totalité le TAEG, le taux annuel effectif global. C'est ce qui reprend en réalité ton taux et les frais annexes à ce dossier-là. Je voulais rajouter 2 choses. Donc, habitation et assurance sol restendu ne sont pas obligatoires. Elles sont imposées par la banque si tu veux un meilleur taux. Et alors, j'ai une question sur les primes d'assurance sol restendu. Est-ce que c'est plus intéressant de la payer en une fois ou de la payer tout du long mensuellement? Alors, clairement, au niveau prime, clairement, ça coûte moins cher quand on fait une prime unique. Après, une assurance solde restendu, on vient couvrir son décès. Donc, si on décède avant la fin du contrat, en réalité, on aura payé moins cher, on va couvrir plus longtemps. Donc ça, c'est une chose, mais réellement, en termes d'argent, et vu qu'on souhaite la plus longue vie aux personnes, c'est de le faire en prime unique, voire prime annuelle. Et si je revends par exemple mon bien après 3 ans, est-ce que je suis remboursé au prorata de ce que je n'ai pas utilisé de l'assurance sol restendu? Non, ça pas. Donc c'est pour ça qu'éventuellement, la prime annuelle est ce qui est la solution la moins chère. Ouais, donc je le paye en période et pas en une fois, quoi. C'est ça. Okay. Et donc je retiens quoi par rapport aux assurances? C'est qu'il n'y a rien d'obligatoire à l'achat d'un bien. Je retiens ça. Et les banques, une banque, je ne crois pas qu'une banque ou un assureur ou un banque assureur va te prêter 1 euro si tu ne prends pas l'assurance solde restendu. Elle n'est pas obligatoire, mais tu ne vas pas emprunter dans cette banque-là. Sauf s'il y a beaucoup de patrimoine et qu'il y a d'autres biens et qu'il y a une situation vraiment de confort, on va dire, pour le banquier. Mais on va dire, monsieur tout le monde qui vient, qui emprunte, c'est son premier achat, etc. et qui dit, moi, je ne m'assure pas, j'ai quand même très très peu... J'ai pas l'impression que beaucoup de banques vont accepter de prêter dans ces conditions-là. Même chose pour l'assurance incendie. Si le bien brûle, et c'est pas de ta faute, si c'est un appartement et que ça brûle en dessous et que tout brûle, on est là. Il y a très peu de banques qui vont accepter de prêter si ces 2 assurances ne sont pas prises. Elles sont pas légalement obligatoires, mais on recommande très 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 fort de les prendre. Tout à fait, parce que comme il expliquait l'exemple par exemple de l'appartement, si tu prends pas d'assurance, tu es aussi légalement obligé de rembourser les appartements qui ont été brûlés. Donc, ça t'amène à gros risques, pas uniquement ton bien qui brûle et tu as perdu ton bien. Non, tu dois rembourser les bâtiments voisins. Après, je viendrai juste par rapport à l'obligation légale. Ouais. Si il y a un bâtiment qui est mis en location, là, il est obligatoire. Pas à Bruxelles, mais par contre en Wallonie et en Flandre. À Bruxelles, voilà. Quel pays magnifique. Alors pour clôturer la petite parenthèse sur les assurances, et on va parler des taux là maintenant, Ken, quel est toi le réflexe par rapport aux assurances justement? C'est quoi? Tu fonctionnes comment toi? Moi je t'avoue que je fais confiance à mon banquier, qui me suit maintenant sur les 4 projets que j'ai déjà fait, et à un moment donné je commence plus à chipoter parce qu'il me permet de faire des montages crédits. On a déjà discuté dans d'autres podcasts avec Anthony. Parfois si ton courtier ou ton banquier te permet de faire des montages crédits qui te rapportent pas mal d'argent dans le financement que tu réalises, payer 0,1% en plus ou payer une assurance un peu plus chère, je la paye. Donc je t'avoue que là je suis mauvais élève, j'analyse pas le détail, je fais confiance à mon ancien boss de chez ING, je fais tous mes crédits chez lui. Bonne attitude ça, Eric. Très mauvaise attitude. Merci Eric. Je savais que je pouvais compter sur toi. C'est catastrophique évidemment. Qui c'est ce type? Non. En général, le réflexe qu'on a, on est très... Bon, quand on arrive chez son banquier, en général, pour une première opération, il faut bien dire ce qui est, on fait pas le fier, quoi. On est là, on se dit, bon, est-ce qu'on lui amène une petite bouteille de Veuve Clicquot pour faciliter la discussion? Bon, donc, on est content d'avoir son crédit et il dit les assurances, oui, les assurances, on chipote pas. D'abord, l'assurance, la prime d'assurance, quand même beaucoup moins chère que le remboursement mensuel, donc ça passe un peu moins. Mais moi, à contrario... Je me suis un peu énervé avec mon assureur il y a 1 an ou 2 parce que, enfin bref, il n'y avait rien de grave, et j'ai dit, je m'en vais, et j'ai demandé une offre à un concurrent, mais c'était 2 fois moins cher. Donc j'ai vraiment économisé quelques centaines d'euros par an sur la même couverture, le même immeuble, donc ça vaut quand même un peu la peine de regarder. C'est pas le dernier carat, mais c'est quand même, mis bout à bout, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Tu t'es énervé, t'as failli perdre ton cœur et la vie. Pas du tout. Mais tu as économisé un peu d'argent. Voilà. Et finalement... on est là pour ça. On est là pour ça. Pour économiser de l'argent. Bon, qu'est-ce que je vois là sur mes fiches? Je vois plein de choses intéressantes, mais on est parti pendant 3 heures. Je vois des histoires de rénovation, je vois plein de trucs, mais parlons des taux de 2 secondes, parce que ça, c'est vraiment quelque chose encore... Je vous dis, j'arrête pas de voir des TikTok, et je me répète, mais c'est
quand je vois ces TikTok, je me dis, mais en fait, en vrai, les gens savent pas calculer cette histoire de taux d'intérêt. Les gens pensent 3% d'intérêt, je vais rembourser 103 000. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Tu penses vraiment ça ? On en est là, quoi. Et je te promets. Mais oui. Donc, si on devait faire un peu de pédagogie, Ken, je sais que tu adores, tu es un grand pédagogue, coach maintenant. Comment il faut calculer ? C'est très facile. On va prendre un taux de 3% sur 100 000. Ouais. Au départ, tu vas payer 3% sur 100 000. Et la première année, tu vas commencer à rembourser du capital. On va dire il te reste 95 000 à payer après un an. Tu vas payer 3% sur 95 000 qui restent. Okay. Et puis, c'est dégressif. Donc, tu payes 3% sur le capital qui reste à rembourser. Pour que ce soit plus clair pour les gens, aujourd'hui, si tu empruntes 100 000, sur 20 ans, tu vas plus ou moins payer 600 € de mensualité. Pour savoir quels sont les intérêts que tu vas payer, tu fais 600 x 12 x 20. Et ça fait, si je calcule rapidement, plus ou moins 144 000 €. Tu vois, je t'impressionne à la vitesse des calculs. Et donc, quand tu empruntes 100 000 sur 20 ans, tu vas payer 44 000 € d'intérêt aujourd'hui. Ouais. Plus ou moins. Ah ouais, c'est pas rien. Ça t'aide ou pas ? Oh, mais ça m'aide. Clairement, là, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent, cher ami. Quelle langue il faut te le dire ? On va te le remettre plein de fois. C'est toi la petite voix qu'on entend dans les publicités à la fin. Il n'écoute pas. Plusieurs casquettes. Le taux, rapidement, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Le taux, voilà, il se stabilise. Il est plus si élevé que ça, plus élevé que 1%, mais par rapport aux parents, on va dire, pas si mal. On va dire ce qu'on a déjà dit dans plusieurs numéros passés. Les taux étaient extrêmement bas et artificiellement bas pendant des années. Ils sont remontés. Maintenant, ils sont un peu en train de rebaisser. Mais je ne pense pas, et je pense que la tendance générale est qu'il ne faut pas s'attendre à ce que les taux reviennent à des niveaux de 1-2%. Okay. Ils vont encore peut-être un peu baisser, mais ça va rester dans la zone des, on va dire, entre 3,5% et 4,5%. Est-ce qu'on a fait le tour de tous les frais finalement avant l'achat d'un bien ? Ou il y en a d'autres qu'on doit mettre en avant et qui impactent solidement notre budget ? Si on a une rénovation à faire ou un permis d'urbanisme à demander, il y a aussi un intervenant qui s'appelle l'architecte qui est censé nous aider ou potentiellement nous aider. Donc là, il faut prévoir ça. S'il y a une rénovation à prévoir, une rénovation lourde à prévoir, il faut aussi quantifier le prix de ces travaux pour inclure ça dans l'opération. On ne va pas aller chez le banquier en disant j'achète un bien à 200 000 €, il est complètement inhabitable. J'ai 300 000 € après, mais ça on verra bien après. Non, il faut alors présenter l'opération sur l'achat plus la rénovation. Ouais. Ok. Ce qu'on peut aussi prévoir, c'est, pas beaucoup de gens pensent à le faire, c'est une tout risque chantier qui permet justement, en fait, qui est un peu comme une omnium qu'on a sur les véhicules, couvre un bien pour sa rénovation ou sa construction. Et ça permet, s'il y a quoi que ce soit, qu'on intervienne. Mais ça doit être fait en amont, avant le premier coup de pelle, sinon c'est fini. C'est trop tard. Il a une solution pour tout, Sacha, j'adore. Mais c'est vrai, quand on voit toutes les histoires qui se passent, j'ai encore vu une actu là, avec un gars qui, à cause d'une tempête, le bâtiment tombe, le chantier machin, l'entrepreneur ne veut pas refaire les travaux, il n'est pas assuré, il doit attendre, il est en dépression, il veut suicider, donc il faut s'assurer, quoi. Voilà. J'ai essayé de résumer de manière positive en tout cas. Ouais, positive. Vraiment, c'est de la gaudriole, quoi. Bon, on pense souvent aussi que quand on a acheté son bien, qu'on a acheté tout ça, après c'est la bella vita. Mais non, il y a encore des frais à payer. Notamment ce fameux précompte. Le précompte. Ça, c'est la taxe que tu payes annuellement pour être propriétaire. Ok. Et donc, il a bien augmenté ces derniers temps. Donc, ça commence à être cher. Et donc, c'est un pourcentage ou c'est un montant fixe, quelle que soit la maison que tu as, ou c'est un pourcentage sur les mètres carrés que tu as ? C'est un calcul alambiqué qui dépend d'une donnée tout aussi alambiquée qui s'appelle le revenu cadastral. Ok. Voilà. Le revenu cadastral est établi en fonction principalement de la superficie du bien, du type de bien et de l'endroit où il se trouve. Et c'est en fait, on considère que c'est un revenu fictif que tu touches, en fait que tu ne touches pas du tout, mais en étant propriétaire d'un bien. Donc que tu l'occupes, que tu le loues à titre privé ou qu'il soit vide, tu as toujours ce revenu cadastral. Tu es propriétaire, donc tu as ce revenu. Et sur ce revenu avec un multiplicateur, on ne va pas rentrer dans les détails, ça représente une base sur laquelle tu vas être taxé. Et c'est une taxe que tu payes annuellement, c'est ça ? Oui. Okay. Tu peux la payer mensuellement si tu veux, mais en principe c'est et qui tombe quand généralement, voilà, pour ceux qui font leur petit plan financier, tu vois, c'est en début d'année, c'est en fin d'année, parfois il y a des assurances, des taxes arrivent en novembre, d'autres qui... C'est une bonne question, Didi. J'en sais rien. J'en pose de temps en temps, hein. Moi je pose des questions, quoi. Quels sont les autres frais ? Bon, il y a les assurances. Alors, aucune assurance, encore une fois, obligatoire, à part si on loue le bien, mais les assurances, tu as fait une chouette vidéo qu'on a partagée sur nos réseaux sociaux où tu partages finalement les 3 assurances les plus importantes. Mais si tu devais rapidement les rappeler, l'assurance incendie, forcément. L'assurance incendie, l'assurance solde reste tendu. Vol. L'assurance vol. Et là, en
fonction évidemment du type de bien et de la valeur du contenu, on va peut-être avoir un système d'alarme qui va être imposé par la compagnie. Après, on a souvent une petite réduction, même sur si on a un système anti-vol. Généralement, je conseille de ne pas le noter si la compagnie ne le demande pas, parce que sinon on a une franchise et ça complique un peu en cas de sinistre. On a également la protection juridique, parce que ça, comme je vous le disais, vu qu'il n'est pas légalement obligatoire, l'assurance habitation, de se prémunir contre ça, pour moi, c'est l'idéal. Et après, ça dépend quel type de bien à nouveau. On peut avoir des packs qui couvrent en fait certaines parties qui ne sont pas couvertes dans un contrat habitation. Je prends par exemple une pergola, vu que c'est ouvert, généralement, c'est pas couvert par un contrat habitation. Ouais, ça reste un coût qui est non négligeable, l'histoire des assurances, Ken. Et donc, c'est important de le mettre aussi dans son petit plan financier pour avoir de surprises. Clairement, c'est sûr. Après, c'est comme toujours, les assurances, tu les payes, c'est cher tant qu'il ne s'est rien passé, mais le jour où il se passe un truc, tu es très content d'avoir prise. Donc, c'est clairement un truc où il ne faut pas passer à côté. Vous avez quoi comme assurance ? Vous avez pris quelle assurance, vous ? Nous, moi, j'ai une assurance solde restendu et une assurance incendie contenant. Donc, si ta maison brûle, est contenue. Si le contenu de ta maison vole, etc., j'ai pas. Et alors, à côté de ça, effectivement, assurance familiale. Enfin, ça, t'as pris aussi. Le complet moule frite habituel, ouais. Et toi, t'as pris? Moi, comme je ne fais que des investissements dans des copropriétés, en réalité, j'ai l'assurance bâtiment dans les frais de la copropriété. Et mon locataire, lui, je l'oblige à prendre l'assurance contenu occupant, quoi. C'est vrai que voilà, le temps nouveau, là, on me dit qu'on est presque à 35-36 minutes. Mais bon, comme nos auditeurs réclament des émissions d'1 heure, en fait, je m'en fous et la technique n'a qu'à attendre où on avance. Voilà. Moi, je suis en mode rebelle. C'est un peu comme à Batibo, on était à 35 minutes. Oui, c'est ça. non, mais là, c'est pas moi qui ai l'info. Je la reçois en direct. C'est la patronne, là. Je vois Marie-Charlotte Capron, c'est la patronne. Moi, je suis le... Après, on parlait des investissements qui sont mis en location. Ce qui est toujours pas mal de mettre, c'est un abandon de recours. Parce que ça, souvent, même quand on assure un immeuble à appartement, souvent, c'est pas dedans, mais du coup, le propriétaire doit s'assurer que chaque année, ton locataire est assuré. Donc, le vérifier chaque année. Mais si ton locataire a fait un contrat mensuel, il ne paye pas. Après 3 mois, il n'est plus assuré. Voilà. En tout cas, on retient qu'il y a pas mal de choses et qu'il faut se renseigner, challenger, parce qu'on peut avoir des devis du simple au double. Visiblement, il y a moyen, en tout cas, d'économiser. De nouveau, si sur un bien d'un certain volume ou d'un certain niveau, on économise 200-300 euros par an, sur 20 ans, ça fait quand même des sous. On peut partir un petit week-end à la mer. On va parler des solutions dans un instant pour payer moins cher. Je suis sûr que chez vous, là, vous êtes avec votre petite feuille occupée à noter tous les petits coûts et tout doucement, votre plan financier commence à se dessiner. Et là, vous dites, mamma mia, je vais encore épargner un peu avant de devenir propriétaire. Mais il y a des solutions. Évidemment, mais oui, les solutions. J'ai dans ma préparation les chèques habitat en Wallonie et j'ai Anthony Urbain qui continue et qui nous dit en Wallonie, tu as aussi les chèques habitat pendant toute la durée du crédit. Donc voilà, moi, sorry pour l'imitation. J'étais crédible ou pas ? Oui, très. C'était Anthony Urbain ? On avait l'impression qu'il était là. Je vais me tenir comme ça. Dédicace à Anthony qui sera évidemment dans plein d'autres épisodes et qu'on salue. Les solutions, on en parle dans un instant. Sur les coûts pendants, quand on est propriétaire, qu'on a acheté ses bonnets, il y a le précompte, il y a les assurances. C'est vrai que j'ai dans la préparation le fait aussi que quand on achète en copropriété, tout ça, il y a aussi le syndic, tout ça, c'est important. Ça se négocie, tout ça, c'est des prix un peu imposés. Ça, tu négocies rien, sauf si tu as le courage d'aller en assemblée générale et de changer de syndic. Parce que tu as des prix différents entre les syndics. Mais bon, si tu as une grosse copro, c'est compliqué. Par contre, là où je veux mettre un point important, c'est les gens qui disent toujours « moi, je veux une petite copro comme ça, pas de charge ». Ok, pas de charge, mais il faut que tu te forces à les mettre de côté parce que si ta toiture, elle est à refaire, faut la payer à 3. Et une toiture, on sait vite que c'est entre 30 et 50 000 euros. Divisé par 3, ça fait très cher. Donc la copro, c'est plus cher, mais ils le mettent pour toi de côté. Ils t'obligent en fait. Et le jour où il faut faire les travaux, c'est déjà payé. Et quand tu as ton immeuble de rapport très petit, sans charge, tu dois t'imposer toi-même d'avoir des frais supplémentaires qui ne sont pas obligatoires. Au niveau des copros, parce que ça souvent, on arrive, il y a l'assurance qui est déjà établie. Il peut aussi avoir des protections juridiques copropriété. Qui couvre justement. Il aura pas une. J'adore Sacha, j'adore PDV, mais au moins mais il fait bien le taf. On veut. Mais j'ai vraiment l'impression, tu sais, c'est le gars avec sa veste là, qui te sort. Alors, t'as besoin de ça, j'ai une assurance pour toi. T'as besoin de ça, j'ai une assurance pour toi. Mais non, mais c'est important. Non, mais c'est parce que quand on arrive dans un bien, souvent, allez, je veux dire un immeuble, appartement, on prend l'acquis. Ah ok, c'est comme ça. Ok, je suis la copropriété, etc.
Oui, mais remettre en question, parfois même simplement, la valeur de la couverture du bâtiment, est-ce que ça a été revu? Parce que certes, il y a l'indice ABEX, qui est ce qu'on appelle l'indice de la reconstruction en fonction des valeurs du matériau, etc. Mais ce n'est pas pour autant que le bien est bien couvert. Ouais. Et ça, le propriétaire de nouvel appartement, il doit savoir si c'est fait correctement ou pas. Ok, quelques solutions pour terminer cette émission. N'hésitez pas vraiment à poser des questions, à réagir en commentaire. On est pris par le temps, donc on essaie de prolonger la discussion et le débat sur les canaux tels que le WhatsApp, le numéro s'affiche, ou aussi en commentaire de la vidéo sur YouTube et Instagram aussi, le rendez-vous des proprios. Si l'épisode vous paraît trop long, les meilleurs moments sont à chaque fois partagés sur Instagram. Voilà, bande de fainéants, on pense à vous aussi. Non mais c'est important de dire les choses. Bon, pour terminer, les solutions. On parle du chèque habitat Wallonie. Quelqu'un sait ce que c'est? Quelqu'un veut en parler? Ou je lis ma fiche? Ta fiche. Je lis ma fiche. Mais bref, c'est une aide. En tout cas, tapez sur Google chèque habitat en Wallonie, ça peut vous aider. Voilà, ça, en tout cas, c'est un chèque qui favorise les ménages à faible revenu. Absolument. Donc c'est une bonne chose. Je fais partie. Voilà. Et c'est une prime supplémentaire de 125 € par enfant qui peut s'élever jusqu'à 1 520 € par an et par acquéreur. Ben voilà. Allez vous renseigner. Chèque habitat en Wallonie. Est-ce qu'il y a des chèques habitat à Bruxelles? Dans ma fiche, on ne me dit rien. Non. Donc, c'est qu'il n'y en a peut-être pas. Il y a des solutions pour baisser un peu tout ça? Non, pas du tout. Ici, taux, par exemple. Au niveau des taux, il faut savoir qu'ici, il y a une nouvelle loi qui vient de passer. Donc, en décembre, donc, à partir du mois de juin. Avant, quand on avait un crédit hypothécaire et une assurance habitation liée au crédit hypothécaire, on se retrouvait à vitam aeternam avec son assurance habitation. Maintenant, la nouvelle loi est passée. Et donc, à partir du tiers de son crédit, on peut changer d'assurance et du coup bénéficier d'une réduction sans changer son taux. Et c'est ce qu'Anthony disait aussi souvent, il le dit souvent, c'est que il y a le taux à l'instant T, il y a tout ça, mais on peut le renégocier aussi, les choses évoluent et peut-être que les économies aussi, on peut les faire à moyen terme. Sur être propriétaire, devenir propriétaire, combien ça coûte? Si on fait un dernier tour de table, parce que je vois l'équipe qui est en PLS, qu'est-ce qu'on peut dire une dernière fois? Dernier tour de table là-dessus. Il faut compter 20%, entre 15 et 20% de frais supplémentaires par rapport au coût d'achat. Ok. Il faut faire attention à ce que coûte le crédit au niveau du taux et les assurances, solde restant dû, habitation et autres. Et dans une copropriété, aussi se renseigner sur les frais de la copropriété. Est-ce qu'il y a des frais pour un ascenseur? Est-ce qu'il faut prévoir de rénover le toit ou d'isoler? On en a parlé aussi. Donc voilà, il faut se renseigner aussi parce que ça peut aussi assez vite chiffrer. Ken? Non, tout est dit. Était très très limpide. Allez, un dernier truc pour un petit reel à 1 million, non? Tu veux que je dise un mot? Non, ça va. Sacha, je pense qu'on a fait le tour un peu des services, les crédits hypothécaires aussi chez PNV. Allez vous tout à fait. Vous informer. En tout cas, on retient qu'il n'y a pas que les banques qui peuvent faire des crédits hypothécaires et qu'il faut challenger tout ça. Je pense qu'on a été le plus complet, en tout cas, pour un premier contact avec ce sujet-là. Et on peut faire déjà un premier plan financier et se faire un peu une idée. Mais la meilleure manière de peaufiner tout ça, c'est d'aller contacter les professionnels qui ont une expertise là-dessus, votre banquier, vos courtiers, tutti quanti, tout ça. On remercie nos partenaires. On est là. Et on revient très prochainement pour un nouvel épisode. Merci Eric, merci Ken, merci Sacha, merci PNV, merci Imovlan, merci Brico et Bricoplanite et merci aussi Eloya, la Fédération des électriciens. On vous dit à très vite pour un prochain épisode. Le débat continue sur WhatsApp et en commentaire sur YouTube.